Bonjour. Bonjour, on t'entend très bien. Ok, super. Manuel est toujours avec nous? Là. Ok, parfait. Je vais commencer sans plus attendre. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'ici et bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être en ligne pour cette dernière table ronde. Au fur et à mesure de la journée, on a vu qu'il y a différentes solutions technologiques qui peuvent exister pour la transition énergétique, pour sortir des énergies fossiles. Mais comme on l'a vu lors de la dernière partie, avec RTE, GRT Gaz et Emmanuel H, ces solutions techniques peuvent se heurter à des défis de taille, d'ordre industriel ou géologique. On a vu avec RTE typiquement que le raccordement de nouveaux usages et de nouveaux process électrifiés engendre des défis en termes de production de nouvelles capacités décarbonées, mais aussi en termes de raccordement sur le réseau de transport. On a vu avec GRT Gaz qu'il existe des solutions gazières pour la transition énergétique, mais en quantité, elles peuvent être limitées et leur viabilité économique reste à construire. Et on a vu avec Emmanuel H à l'instant que toute cette transition énergétique, elle repose sur une réalité physique, les métaux, et que ce n'est pas la panacée, pour reprendre ces mots. C'est pourquoi il apparaît à présent fondamental de ne pas uniquement se poser la question de comment répondre à la demande énergétique projetée actuelle, tendancielle, mais bien questionner notre niveau global de consommation énergétique, et se poser la question de quel niveau est nécessaire. C'est là qu'intervient la notion de sobriété, qui va faire l'objet de cette table ronde. Donc économie d'énergie, frugalité, modestie, ces concepts ne datent pas d'hier. Ces concepts ne datent pas d'hier, mais ils sont revenus en force dans le débat public ces dernières années. On est passé il y a quelques années, d'une critique du modèle Amish jusqu'à aujourd'hui, après la crise énergétique, un modèle de vertu prôné par tous. Donc, on va revenir sur la définition même de ce concept et son importance pour réussir la transition énergétique. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir à cette table ronde semi-virtuelle Audrey Berry et Emmanuel H. Donc, je vais introduire Audrey Berry. C'est une experte énergie-climat chez RTE, titulaire d'un doctorat en économie. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie et du climat au sein des centres de recherche et d'instituts publics. Elle a précédemment travaillé au Haut Conseil pour le climat, ce qui lui a permis d'être en contact direct avec les politiques publiques et les questions de gouvernance. Ses travaux de recherche portaient sur la précarité et les effets distributifs de la taxation du carbone. À RTE, elle est actuellement en charge des études sociétales sur la transition énergétique française, qui inclut des thématiques telles que la sobriété, l'acceptabilité et l'opinion publique, ainsi que les modes de vie en lien avec les politiques publiques. Et donc d'autre part, Emmanuel H, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre, donc petite présentation quand même. Emmanuel H est adjoint scientifique et économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS. Et ses travaux sur donc la géopolitique des ressources et de l'énergie l'ont mené à s'intéresser de très près à la sobriété. Et il a écrit plusieurs articles sur la place de la sobriété dans la société et sur la scène internationale. Et il a notamment coordonné un numéro de la revue internationale et stratégique sur la sobriété. Donc déjà, un grand merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui pour clôturer cette journée sur la thématique centrale de la sobriété. Donc on l'a dit, Camille l'a dit, la sobriété est une notion très en vogue. Elle est évoquée pour la première fois par le dernier rapport du GIEC et elle est très présente dans les discours des scientifiques sur la transition énergétique. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de sobriété ? Le GIEC l'a définit comme un ensemble de mesures permettant d'éviter des demandes en énergie mais aussi en matériaux, terre et eau, tout en assurant le bien-être des personnes. Mais en réalité, il est difficile de trouver une traduction concrète et pratique de cette notion qui semble englober des réalités très différentes, qui dépassent le seul domaine énergétique. Et donc, pour débuter cette discussion, je vais d'abord me tourner vers Emmanuel. Et je vais te demander comment tu définis cette notion et son importance dans la transition énergétique. Comment est-ce que tu appréhendes la sobriété dans ton travail d'économiste prospectiviste ? Merci beaucoup à tous les deux déjà pour l'invitation et puis pour la présentation et puis pour la question qui m'est
qui m'est posée. On a presque envie de définir la sobriété parce qu'elle n'est pas. Et quand je dis que c'est peut-être la chose la plus facile à faire, c'est que tout simplement, lorsque vous regardez les questions qui sont relatives à la sobriété, elles sont absolument pas nouvelles. Hein. Lorsque vous travaillez, j'allais dire conceptuellement sur la sobriété, vous allez aller convoquer, j'allais dire des concepts de spiritualité religieuse et philosophique. Hein. On va retrouver les questions de sobriété en fait sous les termes de frugalité, de tempérance, hein, chez des gens comme Aristote et Épicure ou Saint François d'Assise. Et puis on va aller retrouver aussi un petit peu plus tard, enfin même beaucoup plus tard d'ailleurs, avec ce qu'on a appelé la simplicité volontaire en fait chez Richard Gregg, sur l'abondance frugale chez une personne qui s'appelle Serge Latouche, ou la sobriété heureuse avec Pierre Rabhi, la sobriété volontaire de Dominique Bourg, ou ce qu'on va appeler aussi la prospérité sans croissance en fait chez des personnes comme Tim Jackson. Et quelque part derrière cette conceptualisation, on a plutôt un a priori qui est très très simple, c'est finalement il y a une critique du processus d'accumulation du capitalisme qui a été observé depuis la révolution industrielle, qui a entraîné du gaspillage, de l'externalité économique, du technocentrisme. Et quelque part, lorsqu'on parle de sobriété, ce qui est important de dire, c'est que la sobriété, bien évidemment, il y a cette définition du GIEC qui maintenant fait consensus, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est quand on parle de sobriété, on parle pas que d'énergie, on parle bien évidemment de métaux, on parle d'eau, on parle aussi d'économie, on parle de politique, on parle de social, on parle d'éthique. Et quelque part, on doit faire référence toujours à cette question des limites planétaires. Et donc, quand je disais dans mon point introductif que il faut surtout aussi définir la sobriété parce qu'elle n'est pas, ne pas confondre sobriété et efficacité énergétique. Bien évidemment, c'est assez fondamental. Pourquoi ? Parce que pendant très 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 longtemps, on a assimilé, et d'ailleurs même dans le vocable, là, on parle souvent d'efficacité, d'efficience énergétique. L'efficacité énergétique, malheureusement, si c'était de la sobriété, ça se saurait, mais surtout c'est qu'on a quelque chose derrière qui s'appelle l'effet rebond, hein, qui avait été bien évidemment mis en évidence par une personne qui s'appelle Jevons, et qui fait que derrière l'efficacité, il y a quelque chose qui est potentiellement une conséquence non désirée de l'efficacité énergétique. Ça peut être justement cet effet rebond qui va à l'encontre justement de ce qu'on recherche, et donc qui est la sobriété. Derrière la sobriété, on a aussi des questions, j'allais dire, très sociales. Et encore une fois, ce que n'est pas la sobriété, c'est ce qu'on a vécu en 2022, qu'on appelle plutôt de la précarité énergétique, c'est-à-dire une solution subie suite à une perturbation majeure du système, c'est-à-dire un événement notamment géopolitique. Et ça aussi, c'est très très important de le signaler. Ça veut dire que on va convoquer dans cette notion très très large de sobriété, encore une fois, à la fois du social, de l'économique, et c'est pour ça que généralement la sobriété, on va plutôt la définir sous les différentes formes. Hein, notamment, on va parler de sobriété d'usage. Lorsque vous voulez utiliser les équipements de manière optimale, on va parler de sobriété conviviale, dimensionnelle. Vous voyez, on va toujours accoler un mot derrière le concept de sobriété. Et je vais juste finir parce que après, ce qui est intéressant dans un débat, c'est de débattre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la sobriété, parce que vous êtes dans un master qui s'appelle optimisation des systèmes énergétiques, c'est un impensé profond. C'est-à-dire que en termes de modélisation, pendant très très longtemps, on a considéré la sobriété un petit peu comme une variable de bouclage. Et heureusement, depuis quelques années, on pense au scénario de l'ADEME, on pense à d'autres scénarios notamment qui sont sur la place publique. On commence à envisager la sobriété autrement que par quelque chose qui s'assimilerait à on va changer les comportements. Voilà, je finis là-dessus pour cette première question et puis je laisse Audrey rentrer dans le sujet.
Merci. Donc, comme Emmanuel l'a évoqué, la notion de sobriété est plurielle et multidimensionnelle. Audrey, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les distinctions qu'on peut faire entre la sobriété, l'efficacité énergétique et la précarité énergétique, et sur les enjeux de politique publique que ces distinctions soulèvent? Bonjour à toutes et à tous, et merci déjà pour l'invitation à venir parler de la sobriété et notamment des travaux que mène RTE sur ce sujet, puisqu'en effet aujourd'hui la sobriété constitue un axe important de travail en fait au sein de RTE, au sein notamment de ma direction, donc la direction de l'économie du système électrique, qui est la direction qui pilote les grands exercices prospectifs de type futur énergétique 2050 ou le bilan prévisionnel. Mais c'est aussi un sujet qui est porté au sein de notre R&D, qui a un certain nombre de partenariats avec des laboratoires de recherche ou des chaires pour approfondir notre connaissance sur le sujet de la sobriété. Je vais juste partager 2 petites slides que j'avais préparées pour illustrer mon propos. Si ça fonctionne bien, on a fait le test. Est-ce que vous voyez la slide? Ça arrive. Oui, c'est bon. Ouais. Donc en fait, un premier point, donc, c'est de rappeler en fait qu'aujourd'hui la sobriété ne fait pas l'objet d'une définition consensuelle. Donc Emmanuel en a présenté une vision en fait parmi les plus ambitieuses, mais dans le débat public, on en trouve différentes définitions qui vont renvoyer à différents concepts selon les acteurs. Donc parmi les plus ambitieuses, en tout cas, on trouve dans le dernier rapport du GIEC une définition qui a été proposée et qui s'appuie sur la notion de sufficiency et qui concerne la modération de la consommation, mais qui a l'intérêt aussi de s'attaquer à la partie plus en amont avec la mise en place de nouvelles orientations dans la production des biens et des services vers plus de sobriété. Et cette définition, elle a aussi l'intérêt de mettre en avant le fait d'assurer le bien-être de tous et d'introduire la notion de limite planétaire. En France, on va en trouver différentes définitions selon les acteurs qui vont renvoyer souvent soit à la sobriété de plusieurs natures ou plus précisément de sobriété énergétique. Donc là, sur la slide, vous voyez les définitions proposées par l'ADEME ou encore le rapport de la mission Pisani-Ferry-Mahfouz. Mais un point important qu'a déjà soulevé Emmanuel, c'est bien de distinguer la sobriété énergétique de l'efficacité énergétique. L'efficacité étant la réduction de consommation mais sans modifier le service rendu. Il s'agit d'une amélioration de la performance ou un changement d'équipement. Dans les travaux de RTE, la définition qu'on adopte se rapproche de celle de l'ADEME avec une sobriété qui touche aussi, on l'intègre aussi dans notre modélisation du secteur de l'industrie. On adresse aussi les enjeux de disponibilité de certaines matières, comme le cuivre pour le développement du réseau, ou encore le lithium en lien avec la production de batteries pour les véhicules électriques. Mais nos hypothèses prospectives s'intéressent pour l'essentiel, à la question de la sobriété énergétique, qui est le cœur des exercices que nous produisons. Et donc un deuxième point, c'est de bien avoir en tête que la sobriété n'est pas synonyme de précarité, alors qu'aujourd'hui, dans les messages de modération de la consommation, ils peuvent parfois être difficilement audibles pour une partie de la population, voire apparaître comme des injonctions contradictoires. Pour donner quelques chiffres, actuellement en France, on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc c'est à peu près 14% de la population française. Et quand on est en situation de précarité, il est assez difficile de parler de réduction de chauffage, d'optimisation de ses déplacements ou de changer son modèle alimentaire, puisque les marges de manœuvre de cette partie de la population sont généralement très faibles, voire inexistantes. Et donc, dans ces situations, dans le cas de personnes précaires, cette sobriété, elle est plutôt vécue comme subie, comme une manière de survivre à leur quotidien, plutôt que comme un choix éthique. Et en ce sens, elle n'est pas le synonyme d'une sobriété heureuse. Pour illustrer en fait ce propos, je vous ai mis deux petites illustrations qui sont issues des enquêtes que mène Ipsos pour RTE. Donc celle-ci date de mai 2023
et en fait qui pointe que la moitié de la population déclare souffrir régulièrement ou ponctuellement de froid l'hiver dans leur logement. On a une autre question qui nous montre qu'on a à peu près 7% des Français qui se chauffent à moins de 18 degrés dans leur logement. Et quand on pose la question des raisons du fait de souffrir du froid, la principale raison citée est budgétaire. Donc ça concerne 38% des personnes qui ont un inconfort thermique. Et la deuxième, c'est la mauvaise isolation du logement. Donc ces chiffres ne sont pas nouveaux en soi, ils convergent en fait avec ceux qui sont produits par l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui est l'institution en France qui mesure et suit les sujets de la précarité énergétique. Donc ce que je pointe en fait par là, c'est que les messages de sobriété actuellement distinguent insuffisamment en fait cette distinction, cette différence entre la précarité et la sobriété, et qu'il pourrait y avoir un intérêt à avoir des politiques publiques ou des messages qui soient davantage ciblés en fonction des situations. Donc là, je l'ai illustré sur les questions de précarité, mais en fait, on va le retrouver aussi sur d'autres éléments. Donc, à titre d'exemple, si on reste sur cette question de température de chauffe, on a en France à peu près 30 millions de résidences principales, pardon. Et sur ces 30 millions, 5 millions, donc c'est à peu près 16% du parc, qui sont identifiés comme des passoires énergétiques. Donc elles ont des étiquettes DPE F ou G. Et se chauffer à 19 degrés dans un logement mal isolé peut être source d'inconfort parce que les murs rayonnent du froid, ce qui n'est pas le cas quand on se chauffe à 19 degrés dans un logement bien isolé. Donc là, ça crée aussi une inégalité face à une même température de consigne qui va créer un ressenti très différent en fonction du logement dans lequel on se trouve. Et un dernier exemple aussi, c'est de rappeler aussi que les besoins thermiques ne sont pas les mêmes pour tous. Donc là, c'est les travaux de l'Organisation mondiale de la santé qui préconisent des températures de chauffe qui vont plutôt être de l'ordre de 20 à 21 degrés pour certains groupes de population, donc notamment les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou encore les jeunes enfants. Et à l'inverse, l'OMS cite plutôt la température de 18 degrés comme une température de confort pour la partie de la population qui se porte en bonne santé. Donc c'est à travers ces exemples, en fait, c'est de montrer que un message uniforme de sobriété avec des mêmes pratiques pour tous ne tient pas nécessairement compte des situations variées qu'on peut rencontrer dans la société, telles que les contraintes budgétaires ou la mauvaise isolation du logement, ou le besoin thermique différencié au sein de la population, et que des messages ciblés pourraient peut-être être un meilleur levier, une option plus pertinente pour mettre en œuvre une sobriété à l'échelle collective et favoriser son acceptabilité à l'échelle d'un projet de société. Donc, je vais m'arrêter là sur cette première partie. Merci Audrey, merci Emmanuel pour ces éclairages complémentaires qui nous permettent, j'imagine, à tous de mieux comprendre ce qui se cache derrière le terme sobriété et les enjeux aussi sous-jacents. Cependant, c'était dans le titre de cette dernière table ronde, il peut parfois être décourageant de s'engager dans une nouvelle démarche sans avoir un ordre de grandeur. La sobriété est-elle significative pour la transition énergétique, pour réussir à s'émanciper des fossiles, et est-elle acceptée par les Français aujourd'hui ? Et si elle ne l'est pas, quelles peuvent être les barrières qui existent aujourd'hui et comment les lever ? C'est des questions qui sont aujourd'hui centrales lorsqu'on réfléchit à la sobriété. Et je vais d'abord laisser Audrey nous présenter les travaux qu'elle a introduits à l'instant avec Ipsos et RTE. Ok, alors je vais revenir sur mes petites slides. Donc effectivement, en fait, au sein de RTE, plusieurs travaux sont menés sur les questions de sobriété énergétique, donc notamment la modélisation de trajectoires prospectives de sobriété
en vue d'évaluer en fait les gains potentiels de la sobriété d'un point de vue environnemental avec les gaz à effet de serre, mais aussi d'un point de vue énergétique et des questions de sécurité d'approvisionnement, comme cela a été cité par mes collègues dans la présentation sur les enjeux d'électrification des usages en France. Donc il y a ces travaux de modélisation et on a aussi lancé des grandes enquêtes d'opinion avec l'Institut Ipsos en vue de venir confronter nos projections et mieux connaître les appétences des Français à un certain nombre de transformations dans leur mode de vie, notamment dans la mobilité et l'habitat, en vue d'affiner et de consolider nos hypothèses prospectives. Donc ces grandes enquêtes, on les a lancées en 2022 et on en est à la 3e vague. Et plus largement, en fait, elles visent à mieux comprendre dans quelle mesure et sous quelles conditions les Français ou la société peut changer, à quelle vitesse la société peut changer pour mettre en place un certain nombre d'actions favorables à l'atteinte des objectifs énergétiques et climatiques. Donc on a des questions qui portent sur les comportements, les appétences ou les attitudes des Français vis-à-vis de leur consommation énergétique, également sur les freins et les leviers qui peuvent favoriser des changements de pratiques, et des questions plus générales d'opinion sur la transition énergétique. Et ces enquêtes s'appuient sur un échantillon de plus de 10 000 personnes, ce qui est une taille importante d'échantillon par rapport à la plupart des études, et ce qui a l'intérêt pour nous de pouvoir étudier l'émergence de nouveaux usages, par exemple le covoiturage, le télétravail ou l'adoption d'un véhicule électrique qui touche actuellement des petits pourcentages de population, et donc d'atteindre un certain nombre, une fiabilité de résultats sur l'émergence de ces nouveaux usages. Donc je vais vous en présenter quelques illustrations, et sinon les slides sont disponibles sur notre site internet en ligne librement, ainsi qu'un rapport d'analyse qu'on avait produit, où on avait comparé les résultats de ces enquêtes d'opinion avec les trajectoires des futurs énergétiques 2050. Donc sur cette première slide, en fait, j'ai montré l'exemple des actions de sobriété énergétique qui avaient été mises en place lors de l'hiver 2022-2023, qui était l'hiver où le gouvernement avait sorti un plan de sobriété. Et donc, on avait voulu mieux comprendre les gestes qui avaient été adoptés par les Français et qui venaient expliquer aussi la baisse de consommation électrique que l'on mesurait, nous, à l'échelle du système électrique, qui était de l'ordre de 9%. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur les gestes de sobriété, actuellement, pour la plupart des gestes, on a soit presque la moitié de la population ou voire jusqu'à 90% de la population qui font ces gestes de sobriété, comme être plus économe sur les consommations liées à l'éclairage, éteindre les appareils en veille, réduire le chauffage pendant la nuit, etc. Et parmi ces personnes qui ont fait ces gestes, en fait, on voit en bleu turquoise ceux qui ont commencé à le faire lors de l'hiver 2022-2023. Donc ça, c'est en gros le gisement supplémentaire qui a été atteint cet hiver-là. Un deuxième exemple qui concerne la réduction de l'usage de la voiture et derrière le report modal. Donc là, en fait, on a posé la question aux Français de savoir s'ils envisageaient réduire leurs déplacements en voiture individuelle au cours des 5 années à venir. Bien, les résultats sont plus mitigés dans le sens où, dans les réponses, on voit que la majorité des Français considèrent avoir déjà réduit leurs déplacements, donc ont déjà mis en place des efforts, si bien que la partie qui déclare avoir encore une marge de manœuvre pour la réduire davantage est beaucoup plus limitée, de l'ordre de 33%, et parmi eux, la moitié considère que ce serait facile de réduire leurs déplacements. Donc, on arrive sur des tranches de population beaucoup plus faibles, et donc là, on voit sur ce type de questions que les marges de manœuvre à la réduction de l'usage de la voiture individuelle, en l'état actuel des possibilités de report modal, apparaissent assez limitées. Et pour aller un cran plus loin sur les transitions qui nous apparaissent comme les plus difficiles à atteindre, donc c'est la question du renoncement aux véhicules individuels.
on a posé la question alors plusieurs questions en fait, de savoir déjà sur l'usage actuel du véhicule au sein des foyers, mais derrière aussi en fait cette question de savoir s'il tombait en panne, est-ce que la logique principale serait de remplacer le véhicule ou est-ce que certains envisageraient repartir sur une autre solution de mobilité. Et là, on est sur des chiffres où la grande majorité, donc 88%, remplacerait très rapidement, sans hésitation, leur véhicule. Et on est de l'ordre de 2% qui citent ne pas reprendre leur voiture. Donc ces résultats ne sont pas étonnants, mais bien confirmés que les solutions alternatives sont aujourd'hui assez limitées dans la grande majeure partie du territoire français. Donc ensuite, on a posé d'autres questions de la même manière sur l'habitat. Donc là, par manque de temps, je ne vais pas les présenter, mais elles sont bien sûr disponibles en ligne. Ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je voulais juste pour finir, vous parler aussi de la partie un petit peu modélisation des trajectoires de sobriété qu'on mène au sein de RTE. Et donc rappeler qu'en fait, ce focus sur la sobriété, il est né au moment des futurs énergétiques 2050, où une trajectoire distincte de sobriété a été modélisée. Et dans le concret des modèles, une distinction explicite a été introduite entre les actions d'efficacité énergétique et les actions de sobriété. Cette variante de sobriété, elle avait l'intérêt de venir explorer en détail donc ce que la sobriété pouvait apporter en termes de gains pour la société française, et notamment à travers notre exercice prospectif de venir mettre des chiffres, donc de quantifier le gisement derrière la sobriété, et donc il a été évalué par les travaux menés au moment des futurs énergétiques 2050 de l'ordre de 90 TWh à l'horizon 2050. Ce travail, on l'a récemment actualisé dans le cadre du bilan prévisionnel 2023, qui est une mise à jour des futurs énergétiques 2050, mais à l'horizon 2035, dans un contexte qui avait fortement évolué entre-temps, notamment en termes d'ambition climatique, avec l'introduction de l'objectif de réduction de 55% des émissions à l'horizon 2030, et les enjeux de souveraineté énergétique dans le cadre notamment de la guerre en Ukraine. Dans ce travail, à l'horizon 2035, on a tracé plusieurs variantes de sobriété et on estime un gisement accessible entre 25 et 60 TWh, fonction du niveau d'ambition qu'on va mettre aux politiques de sobriété en France. Et du coup aussi une nouveauté dans les résultats qui sont ressortis du travail du bilan prévisionnel à l'horizon 2035, c'est que la sobriété n'est maintenant plus une trajectoire à part, mais elle est inclue dans la trajectoire de référence de notre exercice prospectif, et elle est désormais devenue comme indispensable à l'atteinte des objectifs climatiques et de sécurité d'approvisionnement, au même titre que l'efficacité énergétique, le développement des renouvelables et la prolongation des réacteurs nucléaires, donc à cet horizon 2035. Et donc ces 4 leviers, il y a une urgence en fait à agir conjointement sur ces 4 leviers si on souhaite s'assurer de la bonne sécurité d'approvisionnement à cet horizon temporel. Et donc pour finir, sur la sobriété, c'est un chantier qu'on continue d'explorer. De manière plus large, on mène un certain nombre de travaux pour étudier et mieux connaître les différentes tendances sociétales qui sont susceptibles d'avoir des impacts sur la consommation d'électricité, et aussi un travail de modélisation, de chercher à mieux représenter la question des modes de vie dans nos modèles prospectifs. Et à titre d'exemple, donc actuellement, on mène une étude sur la question des nouvelles organisations du travail et plus particulièrement du télétravail pour mieux le modéliser et mieux pouvoir estimer les gains qu'il peut permettre ou au contraire les risques d'effet rebond qu'il peut introduire sur les comportements, les modes de vie. Je m'arrête là, je laisse la parole à Emmanuel et je répondrai par la suite avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup Audrey pour ce retour d'enquête très riche en informations. Et d'ailleurs, on ne peut que vous conseiller d'aller consulter l'enquête en ligne si ça vous intéresse. Emmanuel, peux-tu nous en dire plus de ton côté sur l'impact de la sobriété matériaux plus exactement, et peut-être aussi sur les pistes que peuvent représenter le recyclage, même si tu as commencé à aborder le sujet?
Alors, avant, merci beaucoup tout d'abord à Audrey parce que je trouve que les scénarios qui ont été présentés, ils sont vraiment très très intéressants. Je voudrais juste rajouter quelque chose. En gros, ce qu'il faut voir lorsqu'on aborde la question de la sobriété, c'est que on aurait presque dû dire dès le départ qu'il y avait aussi deux dimensions en fait dans la sobriété. Il y a une dimension collective. Et cette dimension collective, ça va être quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand on a toujours la tendance à rapprocher en gros la sobriété d'une décision individuelle. Alors c'est très intéressant, c'est très pertinent. C'est un petit peu comme ça d'ailleurs qu'on a attaqué le sujet en 2022, avec des injonctions un tout petit peu à être sobre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces décisions individuelles, elles sont absolument pas indépendantes de l'environnement matériel, notamment des infrastructures, que ça soit pour l'alimentation, pour l'habillement, pour les transports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les décisions individuelles, elles comptent, mais les questions collective et d'aménagement du territoire, et notamment toutes les questions relatives, et je suis très heureux de voir que vous lancez quelque chose qui est relatif au travail, parce que quelque part, aménagement du territoire, gestion du travail, ou en tout cas prise en compte des nouvelles formes de travail, c'est surdéterminant lorsque vous parlez de sobriété. Enfin, quand on parle de sobriété. Hein. Et à côté de ça, on a une dimension individuelle à la sobriété. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire que moi, si j'ai choisi de vivre dans un petit appartement, dans une zone où en gros, je sais qu'il y a des transports publics et je veux pas manger de viande et je vais faire tout petit, c'est mon choix individuel. Et ça rappelle que en gros, il y a des individus qui vont entrer dans ces choix-là, mais il faut tout de suite aller le relier au fait que, en gros, quand on est dans ce type de choix, faut pas que ça soit subi. Et donc, quelque part, on est plutôt sur une discussion qui va toucher une certaine partie de la population qui, en gros, si on prenait une pyramide de Maslow, est au bout de la pyramide et se dit finalement maintenant j'ai un peu tout ce que j'ai voulu. Et en gros, c'est un peu ce que dans le Shift Project, hein, ils appellent les consommateurs. Alors je sais plus, c'est les consommateurs qui vont permettre de faire un effort extraordinaire en termes de consommation énergétique ou matériaux. Et c'est les super-héros, quoi. On n'est pas tous des super-héros. Pourquoi? Parce que cette notion de super-héros, je vais peut-être utiliser un langage un peu socio et voire marxiste, mais il y a une superstructure autour de nous qui fait que nos choix sont pas complets, sont en partie déterminés. Donc ça veut dire quoi? Quand on s'attaque à la sobriété, on s'attaque au global. Et après, on va inciter à. Donc, je pense qu'il y a une vertu, j'allais dire, de prendre vraiment en compte l'effet de la superstructure sur la décision individuelle et aussi l'impact des normes et des représentations dans le corps social. C'est-à-dire que quand on est dans un monde qui ne représente pas la limite, où on nous apprend des gamins que il faut dépasser les limites d'un point de vue sportif, économique, scolaire, et qu'il faut du toujours plus, arriver dans un monde où tout d'un coup, d'un point de vue sociologique, on vous impose que la valeur, c'est plus du tout le toujours plus, c'est quelque chose qui est fondamentalement long à changer en termes de représentation. Et donc, le travail à faire, c'est en tout premier lieu un travail sur les représentations de ce que c'est que vivre dans un cadre de limite et dans un cadre physique. Et ça, c'est fondamental, à mon sens, à regarder. Ça veut dire, si je parle avec mon langage d'économiste, ça veut dire changer les préférences. Donc, bien évidemment, interroger les modes de vie, c'est fondamental. Si je parle en termes sociologiques, en fait, c'est changer le système de valeurs. Et donc, véritablement, il y a un double travail à faire sur cette question de la représentation. Après, ce qui est aussi très très important à prendre en compte, c'est la notion de modèle. La notion de modèle, mais pas de modèle de prospective. La notion de modèle, qu'est-ce qui va nous porter ? Et bien évidemment, les modèles actuels, notamment qu'on utilise en marketing, les modèles actuels qu'on utilise, j'allais dire, pour porter une partie de la population, n'est absolument pas enclin à aller vers ce type de sobriété.
Donc ça, c'était ma remarque liminaire. Après, comment on fait j'ai tellement été loin que j'en ai presque oublié ma question, Émilie. C'était sur la sobriété matériaux. La sobriété matériaux. Alors, sobriété matériaux, pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, généralement, à sobriété, on colle énergétique. Or, ça fait quelques années que dans nos réflexions, notamment à IFPEN, on se pose la question de la réflexion matériaux et de la sobriété matériaux. Et à chaque fois qu'on en parle, notamment à des industriels, les industriels, je vais vous faire du verbatim réel, hein, ils nous disent généralement, mais ça on en fait depuis très 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 longtemps, on a réduit la part des matériaux, en gros, on utilise moins de matériaux de manière unitaire dans nos technologies. Ok, très bien. Là, on a encore cette histoire d'effet rebond. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la sobriété matériaux? Il faut aller vers des politiques, notamment, où on va se poser la question de la propriété. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on a tous besoin d'un véhicule? Est-ce qu'on peut pas partager? Donc là, on va revenir à des questions de sobriété conviviale, où on va partager des équipements, des automobiles, l'autopartage, le covoiturage, etc., etc. Ça, c'est une manière, quelque part, de réduire la consommation de matériaux, parce que tout simplement, on n'a pas acquis. Donc ça veut dire quoi? Et là aussi, c'est autant de l'économique du sociologique, c'est casser le système de valeurs autour de la propriété. Hein, c'est-à-dire, je ne suis pas propriétaire de quelque chose, donc on n'est plus dans l'avoir. Hein, on est plutôt dans le service lié à un avoir, c'est-à-dire un covoiturage ou quelque chose comme ça. Après, il y a toutes les questions relatives au surdimensionnement des équipements. Hein, on a l'habitude de surdimensionner tout. Et donc là, j'ai presque envie de répondre à la question qui m'a été posée sur matériaux et numérique. La première chose à faire avant de s'interroger peut-être sur l'obsolescence, qui est important aussi, bien sûr, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a dans nos mains. Est-ce que c'est pas surdimensionné en termes énergétiques et matériaux par rapport à l'usage qu'on en fait? Donc ça, c'est aussi très important. Après, si vous rentrez en fait dans le domaine de la mobilité, bien évidemment, mais là je vais enfoncer des portes ouvertes parce que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on a besoin de faire des batteries aussi grosses? Non, bien évidemment. Est-ce qu'on a besoin des véhicules aussi puissants? Non, bien évidemment. Si vous vous rapportez à la norme d'un Français moyen en termes de kilométrage, c'est 26 km. Donc en gros, les petites autos grises en plastique sans permis qui roulent avec des batteries de 6 kWh, vous pourriez faire tous les trajets des Français. C'est vrai, mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que bien évidemment, l'appréhension de ne pas avoir la capacité de prendre son automobile quand on a une autonomie qui est très faible, elle est aussi importante que le fait de se poser la question si on va être sobre ou pas. Je m'explique. On a toujours cette pensée, quand je dis à mes étudiants, en fait, vous prenez une gaussienne, plutôt que de réfléchir, en gros, au milieu de la gaussienne, vous allez réfléchir sur les queues de distribution, c'est-à-dire que vous allez acheter une automobile avec une batterie de 70 kWh parce que 2 fois dans l'année, c'est-à-dire l'événement qui est le moins récurrent, vous allez avoir besoin de votre automobile pour faire 400 km. Et donc, quelque part, ça aussi, c'est une manière de transformer, en gros, ce que l'on fait en moyenne, ce que l'on fait de manière très rare. Et donc, quelque part, le surdimensionnement des équipements, il est là parce qu'il y a une angoisse de ne pas pouvoir, dans le domaine électrique, du véhicule électrique, par exemple, de ne pas pouvoir faire autant de kilomètres que l'on veut les 3 fois par an. Alors qu'il y a bien évidemment, il y a des systèmes de contournement qu'on pourrait largement imaginer. Donc ne pas surdimensionner, faire de l'éco-conception bien évidemment, essayer de limiter, de mutualiser, de faire un tout petit peu de penser du low-tech, mais quelque part ce sont des choses dont on parle depuis très 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 longtemps. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense que pendant très longtemps, et moi je suis très content de voir qu'il y a des travaux qui sont très sérieux à RTE sur ces sujets-là, c'est que pendant très longtemps, quand on introduisait de la sobriété dans les modèles, on avait un espèce d'effet, un effet free lunch. C'est-à-dire que avec la sobriété, moi je vous fais un scénario de transition bas carbone très très rapidement, on va atteindre le 2 degrés très rapidement. Le problème, c'est quels sont les impensés et les coûts indirects de cette sobriété. Je m'explique. Quand on a ce discours-là, par exemple, sur le véhicule électrique, de dire « oui, on peut prendre des batteries plus petites ». Mais
Mais si vous prenez des batteries plus petites, eh bien, il va falloir assurer à la population le fait que vous avez des bornes de recharge beaucoup plus rapides. Et ça va avoir un coût, en fait, pour votre système énergétique. Pourquoi? Parce qu'il va falloir on a tous besoin de réassurance dans un environnement incertain, et notamment pour le véhicule électrique. À mon sens, on va pouvoir dire à des gens d'acheter des batteries de 25 kWh, enfin des véhicules avec des petites batteries, voire beaucoup plus bas, si on leur offre la capacité de leur dire, mais vous allez avoir des bornes de recharge très rapides, donc en gros, vous allez pouvoir aller. Et ça, faut les prendre en compte, tous ces coûts pour la collectivité. Parce que ça veut dire que être sobre, ça a aussi des impacts indirects. Hein, sinon, on a ces effets free lunch, c'est-à-dire qu'on va aller pouvoir manger sur le dos de la sobriété pour faire des scénarios qui sont très vertueux. Or, le monde n'est pas exactement comme ça. S'il y a des réticences à ce qu'on ait du sous-dimensionnement, ça veut dire qu'il faut être réassuré sur autre chose, et ça a un coût pour la collectivité. Et ça, faut bien le prendre en compte. Et quelque part, la sobriété, et moi j'aime beaucoup les travaux que vous faites, parce que justement, c'est pas une formule magique. Hein, c'est pas un truc, une injonction, on va dire aux gens, vous allez faire de la sobriété. Non, il va falloir véritablement amener les gens à changer le paradigme. Et à mon sens, la question de la sobriété passe aussi par un changement de paradigme au niveau politique. Au niveau politique, pourquoi? Parce que, en gros, on s'interroge toujours sur la sobriété, je vous l'ai dit, sociale, économique, technologique, etc. Mais quelque part, pourquoi nous, on avait lancé, par exemple, une géopolitique de la sobriété? Parce qu'on croit sincèrement que pendant toute ma présentation, j'ai été affreusement pessimiste sur l'Europe et sur les commissaires européens. Mais quelque part, est-ce que la chance de l'Europe, c'est pas justement de rentrer dans un monde où on est des végétariens dans un monde de carnivores, où notre végétarisme, c'est la sobriété, où on sera beaucoup plus attractif que les autres, parce qu'on aura la capacité de montrer qu'on peut modérer nos consommations, et que si vous vous dites comme moi qu'on va rentrer dans une ère de la simplification d'un point de vue matériel, voire technologique, il va falloir simplifier tout ce que l'on fait. Modérer les consommations, c'est attirer de la compétence sur le sol européen, c'est se démarquer et c'est répondre à toutes les problématiques de souveraineté, de résilience, de chaîne de valeur, avec un atout formidable qui s'appelle la sobriété. Or, le politique ne veut pas s'en emparer. Pourquoi? Parce que tout simplement, la sobriété a un coût à court terme. Il a un coût très important parce que, encore une fois, il faut lancer des études sur les modes de vie, il faut changer le caractère très infrastructurel, en fait, de nos économies. Et derrière toute cette question de la sobriété, c'est un coût à court terme. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, que sobriété n'est absolument pas décroissance. Sauf que c'est une répartition différente entre consommation et investissement, mais c'est surtout pour montrer que on peut le voir comme ça d'un point de vue, j'allais dire, si on imagine le futur et le long terme, ce qu'on fait nous dans nos travaux, mais le politique, lui, il veut un rendement à court terme, en fait, de son investissement. Or, la sobriété, quelqu'un qui va investir dans des mesures de sobriété aujourd'hui, qui va construire des infrastructures sobres, il ne verra, à mon sens, jamais le retour sur investissement. Et j'ai presque envie de dire, et c'est malheureux, mais quantifier la paix, quantifier la modération, c'est extrêmement dur pour un politique, et c'est pour ça qu'il n'y va pas. Il n'a aucun intérêt objectif. On vit, quand on travaille sur les questions de sobriété géopolitique, on vit la tragédie des horizons entre le politique et la personne qui essaie de penser la sobriété à long terme. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'être sobre en temps pour garder un tout petit peu de temps pour les questions pour la salle. Donc, je vais vous demander une réponse très courte à cette dernière question, qui est donc, comment voyez-vous l'évolution de la place de la sobriété dans nos sociétés, que ce soit en termes d'habitudes des citoyens, d'imaginaire, de politique publique, voire de géopolitique? Audrey? Une difficile question. Non, je pense en lien avec tout ce qu'on a dit l'un et l'autre, ça va beaucoup dépendre en fait des politiques et des choix politiques effectivement qui vont être mis en place, du monde dans lequel on sera, puisque
Alors la sobriété, enfin justement, j'avais cité 2 chiffres entre 25 TWh et 60 TWh à l'horizon 2035. En fait, c'est vraiment 2 visions où si on reste sur une sobriété très individuelle, on va permettre certaines économies d'énergie, type ce qu'on a réussi à obtenir l'hiver 2022-2023, avec chacun qui agit à son échelle et on obtient des gains qui sont significatifs, mais qui ne sont pas, qui sont limités. Et si on veut aller plus loin, et faire en sorte aussi que ce soit quelque chose de plus confortable et mieux réparti dans la population. C'est de l'ordre d'un projet de société, auquel cas ça ne repose pas uniquement sur les individus, mais ça implique d'agir aussi à l'échelle des entreprises et des acteurs publics. D'une part, pour l'exemplarité et permettre une meilleure acceptabilité où chacun doit jouer son rôle, mais aussi parce que, comme l'a dit Emmanuel, il y a un certain nombre de possibilités qui sont contraintes et qu'il faut mettre en place les bonnes infrastructures ou les bonnes conditions pour que cette sobriété puisse complètement émerger. Donc ça va être l'organisation des villes et des territoires pour que les déplacements puissent se faire davantage vers les transports collectifs ou les mobilités douces comme le vélo ou la marche à pied. Ça va être aussi repenser ou restructurer les filières industrielles pour qu'elles puissent produire en cohérence avec les limites de notre planète. Ou encore, alors on parle d'interdire les publicités de certains produits polluants, mais plus largement, en fait, c'est remettre en question la publicité qui appelle à consommer toujours plus, ce qui est complètement contradictoire avec la notion de sobriété. Donc tout ça, ce sont des choses qui agissent sur l'environnement matériel et culturel dans lequel tous les individus évoluent. Et c'est en agissant sur cet environnement que derrière, en fait, plus naturellement ou plus logiquement, en fait, l'ensemble des individus adopteront des comportements plus sobres. Donc, sous ces conditions, la sobriété a toutes ses chances d'émerger. Mais si on ne met pas en place ces conditions, ça risque d'être compliqué. Emmanuel, en quelques mots ? Je vais faire vraiment quelques mots. En fait, ta question, Émilie, c'est de savoir comment on passe de l'homo illimitus à l'homo sobrius. Et je pense qu'Audrey, elle a prononcé un mot qu'il faut vraiment retenir, c'est social. Et ça veut dire, c'est très profond en fait, cette question de la sobriété. Ça veut dire, à mon sens, et je vais vraiment être très court, c'est la sobriété comme nouveau contrat social. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir notamment, alors là je vais démobiliser un vieux sociologue qui s'appelle André Gorz quand il parle de norme du suffisant. Et la norme du suffisant, c'est ça, c'est la quintessence moelle de la sobriété, c'est-à-dire finalement s'interroger sur la consommation par rapport à l'usage et par rapport à la limite. Et donc, ça ne peut se redéfinir qu'autour, à mon sens, d'un contrat social. Donc, ça dépasse largement le cadre de la sphère énergétique. Encore un grand merci à tous les deux. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on va pouvoir prendre quelques questions. Alors, on a une question en ligne pour RTE, Madame Berry, du coup. Alors, Younes, il demande comment concilier les exigences de sécurité énergétique avec les objectifs de sobriété, notamment en période de forte demande ou de crise énergétique, comme en 2022. Je pense que là-dessus, EcoWatt a été un bon exemple, en fait, mis en place lors de cet hiver. Qui visait, donc on pouvait le trouver sur une application ou en ligne, c'est un signal qui permettait d'alerter en cas de risque aigu de ne pas pouvoir maintenir l'approvisionnement d'électricité. Alors heureusement, on a évité en fait les situations les plus critiques, notamment parce qu'on a pu avoir recours à des importations et parce que aussi de manière générale, il y a eu une forme de sobriété qui s'est mise en place, donc que ce soit côté des individus, mais aussi on était toujours dans une période où les industries n'étaient pas au plus haut de leur production, en lien avec la crise Covid. Donc du coup, il y a eu une moindre demande de l'ordre de 9%, plus faible que ce qui précédait dans les années 2019. Mais voilà, ce type d'action, type EcoWatt ou plan de sobriété du gouvernement,
on voit par cet exemple en fait de l'hiver 2022-2023 a permis d'éviter des situations critiques. Et puis, si on revient à la présentation qu'avaient fait mes collègues, je crois qu'ils l'ont bien expliqué que pour assurer la sécurité d'approvisionnement à l'horizon 2035, on manquait de 10 gigawatts de puissance pour assurer cette sécurité d'approvisionnement, et que parmi ces 10 gigawatts, la sobriété pouvait en fournir une partie et être un renfort. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour l'exemple qui est très intéressant. Alors c'est peut-être une question pour Mme Berry. Alors avec le marché des quotas carbone 2 qui va rentrer du coup en application dans quelques années, je me posais la question de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que du coup qui va s'appliquer pour les bâtiments, donc notamment pour tout ce qui est combustible de chauffage, est-ce que le risque il est élevé ou il est plus ou moins élevé? Est-ce que ça va augmenter fortement la précarité énergétique des ménages européens ou finalement pas tant que ça? Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé la dernière version d'où en est ce projet de marché européen. Par contre, dans le sens où les situations étant assez différentes entre les pays, le prix qui émergera du marché européen sur les bâtiments et les transports, faudra voir quel sera son impact en France. Par contre, très clairement, s'il y a un impact qui sera sensible, ça risque d'être assez compliqué. En France, on a notamment encore en mémoire collective l'épisode des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, le sujet du prix d'énergie, la fiscalité, que ce soit une taxe ou un quota, qui viennent augmenter le prix des énergies, reste très sensible. Donc, pour qu'une telle politique soit acceptée, il faudra très certainement renforcer l'accompagnement des ménages, notamment des ménages aux revenus modestes, pour les accompagner dans les projets de rénovation thermique des bâtiments ou d'accès à des alternatives à la mobilité. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci pour l'intervention. Il était clairement question de la sobriété comme un levier important pour la décarbonation. Afin d'élargir un peu le débat, je me demandais à quel point vous considérez le concept pertinent dans des pays en développement, notamment où l'accès à l'énergie reste encore limité. Allô, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Si vous voulez, je peux commencer, Audrey. Je pense qu'on a en partie répondu à la question. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, je ne sais pas si votre question c'est qui commence, ou si votre question c'est est-ce qu'on y va tous en même temps. Quelque part, c'est un peu la même question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, quand on parle de la sobriété comme question sociale, entre sobriété subie et puis sobriété, j'allais dire choisie, bien évidemment, vous pouvez transposer cette même thématique au niveau des pays, notamment entre pays émergents et pays développés, où vous allez vous interroger encore une fois sur le niveau de consommation énergétique par tête. C'est des statistiques qui sont assez intéressantes à regarder à l'heure actuelle. Et donc, bien évidemment, il y a une sorte de merit order, pour parler en langage énergéticien, sur la question de la sobriété. Ce qui veut pas dire que faut pas que l'ensemble des pays, à un moment de son développement économique, ne se lance pas dans la sobriété, mais c'est plutôt de savoir qui commence. Et bien évidemment, la question de l'information relative à la sécurité, elle est très 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 importante. Après, dites-vous bien qu'il y a certains pays quand même qui réfléchissent, qui sont pas des pays fondamentalement développés, qui basent aussi une partie de leur soft power sur les questions de sobriété, sobriété de tourisme. On commence à le voir de plus en plus. Le Costa Rica, le Bhoutan. Vous avez aussi, j'allais dire,
l'obligation d'expliciter en fait ces problématiques-là, parce que quelque part, la question qui était posée juste avant, là, qui interrogeait la crise de 2022 et la question de la modération. Le meilleur rempart pour ne pas être affecté par une crise, c'est bien évidemment de modérer sa consommation, mais quelque part, c'est de l'avoir modérée avant. Donc, ça veut dire aussi anticiper, et ça veut dire que dans l'ordre, bien évidemment, c'est une réflexion qu'on doit avoir, nous, parce qu'on est dans un pays développé, mais aussi les classes de la population qui sont, j'allais dire, au-dessus de la sobriété subie. Donc ça veut dire qu'il faut faire de l'intraclasse et à l'intérieur des pays et entre les pays, faire des distinctions. Parce que sinon, bien évidemment, socialement, ça ne sera absolument pas accepté. Et si c'est pas accepté socialement, ça sera pas accepté non plus de manière internationale. C'est d'ailleurs toute la problématique de la négociation climatique internationale, hein, si je peux me permettre. C'est exactement le même sujet. Merci à tous les deux pour vos réponses et puis plus largement pour votre intervention. C'était extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et c'est Clara.